Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Musique démoniaque dans la cathédrale de Paris. Vous avez frissonné? Nous aussi. Le nouvel ordre mondial et l'Union européenne en guerre contre la démocratie. Les intentions de l'État profond sont de plus en plus claires. Le président Donald Trump continue à faire le ménage. Il y a beaucoup de déchets à jeter. Ça y est, Emmanuel Macron a bien livré la cathédrale Notre-Dame de Paris à la franc-maçonnerie et aux satanistes. La livraison fut effectuée en temps et en heure, 5 années, ni plus ni moins. Les plus grosses entreprises de France se sont démarquées comme les meilleures contributrices de cette reconstruction. 100 millions d'euros de la famille Pinault et également du groupe Total. Le groupe LVMH de son côté a contribué au mécénat avec la somme de 200 millions. Bien entendu, la France et les Français ne peuvent qu'être reconnaissants pour la générosité de chaque contributeur, sans exception. 846 millions ont permis de financer l'intégralité des travaux et il reste encore 140 millions qui seront utilisés pour le clergé et la restauration future des arcs-boutants. Mais ce que tout le monde a pu constater suite à cette merveilleuse restauration, c'est que la cathédrale arbore dorénavant des signes spécifiques propres à la loge maçonnique, comme l'œil de la Providence qui ne trompera personne en dehors de Conspiracy Watch. Nous pourrions également parler du nouveau reliquaire abritant la couronne d'épines, un fragment du bois de la croix et un clou de la crucifixion. Ce reliquaire se trouvant naturellement au point culminant à l'extrémité orientale de l'édifice, tous ces signes se sont ajoutés au carrelage en damier qui fut installé au XIIIe siècle. Mais ce qui nous a le plus marqué dans la cérémonie inaugurale, et cela n'a échappé à personne, c'est le choix des œuvres musicales qui devaient révéler les sonorités de l'orgue nouvellement restauré. Certes, ils auraient pu choisir des œuvres liturgiques ou des œuvres classiques de Jean-Sébastien Bach ou Mozart, et qui auraient sans aucun doute enchanté nos oreilles. Mais non. Au lieu de ça, on va nous mettre au clavier des organistes qui ont pris un peu trop de caféine ou d'autres substances pour jouer des œuvres dont je n'ai pas encore identifié les compositeurs. Des musiques qui conviendraient parfaitement à un film d'horreur comme Dracula ou L'Exorciste, mais quoi qu'il en soit, des sonorités à vous donner le frisson. Une majorité d'accords mineurs et de dissonances qui ne peuvent que vous instiller un maximum de stress. Pourquoi choisir le pire quand on peut choisir le mieux? Là, nous subissons ces notes sans y trouver le moindre plaisir, à moins que certains d'entre vous y trouvent une satisfaction auditive, faites-le nous savoir. Mais j'aimerais surtout vous faire écouter le tout premier morceau qui aurait dû être une révélation et un nectar pour les mélomanes avertis. Malheureusement, on découvre un organiste qui s'énerve de plus en plus sur le clavier, sur un registre plein jeu, tel un enfant de 5 ans qui taperait de toutes ses forces sur un tambour. Là, on ne parle pas de nuances, mais de tapage diabolique qu'aucune oreille digne de ce nom pourrait percevoir comme un plaisir divin, un recueillement ou une inspiration à la prière. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Elle arrive. La bête de l'événement est là. Elle arrive.
Si le but de cette démonstration bruyante est de faire fuir les chrétiens et peut-être un jour de les faire renoncer à leurs convictions, c'est un bon début. Le nouvel ordre mondial et l'Union européenne en guerre contre la démocratie. Je ne peux pas vous le dire plus clairement. L'Union européenne combat la démocratie, en particulier quand le peuple, comme celui de la Roumanie, choisit un président qui ne lui convient pas. Les opposants roumains au candidat Călin Georgescu n'hésitent pas à annuler l'élection, voyant que le peuple choisit largement au premier tour ce dernier candidat, qui est évidemment un candidat anti-européiste et anti-mondialiste. Călin Georgescu, favori des élections présidentielles roumaines, a informé ses proches que les élections avaient été annulées et que la police avait encerclé son domicile. Călin est accusé sans fondement de recevoir le soutien de la Russie et risque d'être emprisonné. Son délit présumé, avoir été démocratiquement élu par le peuple roumain comme président préféré. C'est ainsi que le gouvernement de Roumanie et l'Union européenne, soi-disant démocratique, s'adressent à leurs opposants politiques. Au début, Călin Georgescu a été victime d'une diffamation généralisée dans les médias grand public, visant à influencer l'opinion publique contre leur candidat préféré. Il a été systématiquement exclu des émissions d'information, tandis que son rival bénéficiait d'une promotion incessante. Une campagne agressive a été lancée pour le faire taire et l'occulter de la vue du public. Cela ne vous rappelle rien, ça ? Une tentative ultérieure de porter atteinte à la démocratie a consisté à accuser Călin Georgescu de fraude électorale sans fondement. Cette accusation a été rejetée par la Cour constitutionnelle roumaine qui l'a exonéré de toutes les accusations, affirmant que le peuple roumain avait résolument choisi Călin Georgescu comme prochain président. À l'approche du jour des élections, le régime actuel a recouru à la mesure draconienne consistant à annuler purement et simplement les élections et à tenter d'arrêter Călin Georgescu sous des prétextes fallacieux, tout cela dans le but de maintenir son contrôle sur la population roumaine. Pour tuer la démocratie, ils n'ont aucune limite, si ce scandale est aussi visible et lumineux que le soleil. Les grâces présidentielles de Sleepy Joe Biden. Ainsi que nous le disions encore la semaine dernière, Joe Biden essaye toujours de proposer des grâces présidentielles préventives pour tous les brigands qui sont visés par Donald Trump à partir du 20 janvier prochain. Tous les complices du pseudo-président Biden commencent à sentir que c'est brûlant, qu'ils vont être condamnés pour malversation, crimes pédophiles, détournement d'argent, meurtre, etc. Paniquée par la nomination de Kash Patel à la tête du FBI, la Maison-Blanche veut distribuer des grâces présidentielles comme on distribuerait des bonbons aux personnes qui sont bien dans le collimateur de Donald Trump. Fonctionnaire le mieux payé du pays, Anthony Fauci travaillait comme sous-traitant du Pentagone sur des armes biologiques qui utilisent des biologies synthétiques et des techniques de génie génétique, rappelait Robert Kennedy Jr. Des travaux menés sous la direction de Ralph Baric, premier scientifique à avoir synthétisé un coronavirus. Après plusieurs incidents sur le territoire américain, Fauci a délocalisé des activités à l'étranger, à savoir en Ukraine et à Wuhan. De quoi nourrir l'enquête sur l'origine du Covid. Abu Mohamed al-Joulani, le nouvel homme fort de la Syrie, celui qui a renversé le régime de Bachar al-Assad, est maintenant admiré par la presse française pour avoir libéré les Syriens. Un homme qui a bien changé, qui serait devenu gentil. Faut-il rappeler que ce dernier était pourtant en contact avec l'assassin de Samuel Paty. Autre fait important, un enfant syrien déclare qu'il cherche son père dans la prison du méchant Assad. Il est détenu depuis 14 ans. Lorsqu'on lui demande son âge, le garçon répond qu'il a 10 ans. Pauvre gosse, ça fait 14 ans qu'il n'a pas vu son père. Autre fait inquiétant, pourquoi les églises de Syrie sont-elles maintenant pillées? Vous en avez entendu parler à la télévision? Ah ben non, chut, il ne faut pas le dire. Al-Joulani est maintenant un gentil. Même s'il a été un cadre d'Al-Qaïda en Irak avant de revenir en Syrie en 2011, où il a fondé le front Al-Nosra, le front Al-Nosra a été responsable de nouveaux attentats, événements et exécutions dans le cadre de sa lutte contre le régime syrien de Bachar al-Assad et d'autres fonctions rebelles.
Des organisations internationales et des observateurs l'accusent d'avoir orchestré ou permis des crimes de guerre, notamment des exécutions sommaires, l'utilisation de la torture et des attaques aveugles contre les civils. Sous son commandement, al-Nosra aurait imposé un contrôle rigoureux sur les territoires conquis, souvent au mépris des droits humains. Ces dernières années, Joulani a tenté de se repositionner en leader local plutôt qu'en djihadiste international cherchant à légitimer HTS, c'est-à-dire le mouvement Hayat Tahrir al-Sham, comme une force de police et militaire dans le nord-ouest de la Syrie. Voici donc un portrait sommaire de cet homme qui recevra bien sûr les éloges de la presse française. Un ancien djihadiste et terroriste devient comme par magie le héros qui délivre les malheureux Syriens. Par contre, on devrait quand même se demander pourquoi Bachar al-Assad n'a pas du tout résisté à cet envahisseur. Il n'a pas répondu par des attaques, il est juste parti avec toute sa famille en direction de la Russie pour rejoindre son allié Vladimir Poutine sans opposer la moindre résistance. Et là, il faut se poser les bonnes questions. On doit de toute évidence considérer ce déplacement comme un repli stratégique pour préparer la réponse de la Russie et de tous ses alliés face à la colonisation de la Syrie, qui sera indirectement la colonisation de Benyamin Netanyahou vers son projet du Grand Israël. Tout est parfaitement lié. Au même moment, on retrouve Macron, le belliciste, en Pologne. Qu'allait-il faire là-bas alors que la France est en train de subir une faillite historique ? Là aussi, sa rencontre avec Donald Tusk n'a pas laissé échapper beaucoup d'informations, mais on peut se douter que les discussions ont un rapport direct avec la conduite à tenir face au conflit de l'Ukraine et de la Russie. Afin d'écourter son séjour en Pologne, Macron s'est entretenu sur le soutien à l'Ukraine dans un nouveau contexte transatlantique, ainsi qu'en vue de la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2025. Les deux dirigeants ont échangé sur l'ordre du Conseil européen le 19 décembre, et ils ont réaffirmé leur souhait de donner une nouvelle impulsion à la relation bilatérale entre la France et la Pologne. Par contre, ce qui ne va pas dans le sens belliqueux de Macron, c'est que le Premier ministre Donald Tusk a déclaré à Macron que les troupes polonaises n'entreront pas en Ukraine, même après la conclusion d'un cessez-le-feu. Nous ne prévoyons pas encore de telles actions, a déclaré Tusk aux journalistes, commentant l'initiative du dirigeant français de créer une force internationale de maintien de la paix en Ukraine. Italie, Giorgia Meloni se rapproche clairement du président Donald Trump et la collaboration semble bien partie entre les deux personnes. Elle est fantastique, le président s'est fait son opinion, c'est une affaire qui démarre bien et c'est tant mieux. Donald Trump reprend son bâton de pèlerin, il aura déjà réparé beaucoup de dégâts avant même d'avoir été intronisé le 20 janvier prochain. Sans transition, André Berkoff a reçu Frédéric Baldan, ancien lobbyiste européen qui présente son livre Choc, un document historique qui révèle point par point que l'affaire des vaccins Pfizer conduite par Ursula von der Leyen est bel et bien un gigantesque complot. Petit extrait. Et je suis allé, vous vous souvenez de la commission Covid du Parlement européen, donc c'était un ensemble de parlementaires qui faisaient une commission d'enquête sur Pfizer et les autres, et cette commission d'enquête en fait voulait auditionner Albert Bourla. Albert Bourla ne s'est pas présenté. Je rappelle le PDG de Pfizer. Tout à fait. Donc il y avait encore à l'époque Michel Rivasi, il y avait Robert Ross, Virginie Joron et d'autres. Et donc en fait, ils ont interrogé tour à tour Janine Small, qui venait en remplacement d'Albert Bourla, donc Janine Small de Pfizer. Albert Bourla a refusé de se présenter. Exactement. D'accord. Et donc en fait, Robert Ross, qui est plaignant avec nous au pénal maintenant, en fait, lui a posé... Qui est Robert Ross? Donc c'est le député hollandais, député européen, qui a quitté la politique en disant « je suis tellement dégoûté par ce milieu européen que je ne veux plus y retourner ». Donc il a refusé de recommencer à être eurodéputé. Et il fait dire à Janine Small pour la première fois, en fait, Pfizer n'a jamais testé son produit pour être anti-pandémique, donc pour bloquer les transmissions. Elle l'a dit, ça fait sensation quand elle l'a exactement. dit publiquement, voilà. effectivement. Et moi, je me trouvais là avec mon badge. Donc c'est mon badge d'accès et c'est suite à une conférence professionnelle que je suis arrivé là. Donc j'y suis dans le cadre de mes fonctions professionnelles. De lobbyiste, voilà. C'est ça. Oui. Et vu que je vois les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, je me dis, vu que je comprends bien la mécanique des droits fondamentaux, je sais que la violation par les États des droits fondamentaux des populations avec les passes, normalement ça fonctionne tant que c'est légitime, proportionné,
strictement nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on comprend quand James Small dit ça, et c'est dans les contrats, qu'en fait, depuis le début, les États et la Commission savent que le produit n'a pas cette efficacité. Mais ils ont dit le contraire. Oui, ni transmission, et voilà, ça, ni vous contamination. vous protégez, vous protégerez les autres, Voilà. toute une série de Tous propagande. vaccinés, tous protégés. Exactement, etc., et c'est le fruit d'une propagande qui a été inventée par les lobbies. Mais donc là, je me dis, ok, j'ai la preuve que des crimes... En Belgique, on a un article dans le code pénal qui prévoit que des fonctionnaires qui violent vos droits fondamentaux, de manière arbitraire, et donc pas de manière proportionnée, légitime, voilà, en réalité, ils commettent une infraction pénale. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit au Collège des procureurs généraux de Belgique en disant, vous avez demandé de poursuivre les citoyens qui ne portaient pas leur masque, bon, toute une série d'infractions qui n'en sont pas, et qui étaient un peu du délire judiciaire. Et ben à partir de maintenant, je vous demande d'abord de vous présenter vos excuses à la population, mais aussi d'organiser les poursuites de ceux qui ont menti à la population. Parce qu'on a la preuve. Donc j'ai témoigné sur l'honneur auprès des procureurs généraux, et ils n'ont pas voulu organiser les poursuites. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, si vous ne voulez pas organiser les poursuites, moi je suis victime de l'atteinte à mes droits fondamentaux, je vais chez un juge d'instruction, je me constitue partie civile. Les complotistes avaient raison. Les injections expérimentales abusivement appelées vaccins étaient bel et bien des poisons. Si YouTube censure cette présente vidéo, ils ont tort, ce serait un déni de vérité. Je vous invite avec insistance à regarder cette vidéo du 8 décembre et à la communiquer à tous les endormis qui sont encore convaincus que les piqûres poison sont pour leur bien. Chères résistantes et chers résistants, je vous dis à très bientôt.